Bien, je pense qu'il est temps de commencer avec ce théorème. On a fait assez de préliminaires. Voilà pour moi le théorème central pour passer d'un problème affine en un problème vectoriel. Je pense le problème de transformation affine d'un espace affine dans lui-même. Donc c'est le big théorème. Après on va en discuter un peu et on le prouvera par la suite. Donc soit F une application affine de E dans E, hein, c'est ça, hein, d'endomorphisme forcément associé phi, et on suppose que E est égal au noyau de phi moins id en somme directe avec im de phi moins id. Bon, vous remarquerez ici que il suffit que l'intersection soit nulle entre les deux, puisque grâce à la formule du rang, on a les dimensions qui donnent bien ce qu'on veut. Ok, donc voilà une bonne hypothèse de départ dont on discutera après. Alors, il existe un unique couple TG. Alors attention, T c'est une translation de vecteur U. U c'est un vecteur de clair de phi moins id. Voilà. Et G c'est une application affine ayant un point fixe qu'on va appeler A, hein, puisqu'on a donné le nom à un vecteur. Voilà. Et tel que F égale T rond G égale G rond T. Voilà. D'accord. Donc déjà, il y a cette unicité qui n'est pas pour déplaire, d'accord. Et parce que l'existence juste ça c'est pas difficile, ça on l'a déjà vu, hein, mais c'est pas canonique. Donc ici, on a vraiment une décomposition canonique et puis vraiment jolie. Alors ici, on a en plus la commutation. Alors comment on va interpréter ce théorème? Alors la première chose, c'est que on avait vu que si 1 n'était pas valeur propre de phi, c'est-à-dire si ça c'est 0, quelque part, alors phi et f se ressemblent, sont même carrément conjugués. Pourquoi? Parce que f a alors un point fixe, en plus il est unique, ce qui gâche rien, et par ce point fixe, on peut assimiler l'espace vectoriel E, ici, avec l'espace affine, mais muni du point A, du point fixe. Et de cette manière, en conjuguant par cette bijection, on peut assimiler phi et f. Voilà. Maintenant, donc, là, c'est merveilleux, parce que par exemple, vous avez les homothéties, on a vu les homothéties de rapports différents de 1, et les homothéties, elles ont un centre, forcément, et ce centre est unique, et avec ce centre, en l'assimilant au vecteur nul, on peut assimiler l'endomorphisme et l'application affine. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, parce que ce noyau n'est pas toujours nul. Ici, on va avoir des fois des noyaux. Mais si on a cette situation-là, d'accord, qui est quand même assez courante une fois que on sait que ce noyau il est non nul, et si on a cette situation-là, eh bien, on a quand même ça. Et ça veut dire que, bon, G, comme il va avoir un point fixe, lui, il est facile à comprendre, et une translation, c'est pas difficile à comprendre. D'autant plus qu'on a l'unicité. Et donc, on va dire que phi va avoir une version glissée. C'est-à-dire que ici, on peut le voir comme une version glissée, on en parlera un peu, on fera des dessins. G, on le comprend, mais F, c'est une version glissée de phi, puisque on va prendre notre G, qu'on comprend bien, hein, puisque c'est moralement phi, et ensuite on le glisse le long du sous-espace propre pour la valeur propre 1 de phi. Voilà, hein, on fera des dessins là-dessus. Maintenant, on va dire un petit peu plus sur ce théorème. Alors regardez cette formule, hein, on a phi qui est égal par définition à f flèche, mais là on a vu que f flèche c'était égal à g flèche. Voilà. Et on va poser a tel que g de a égale a. Voilà. Si 1 est dans le spectre phi, bon g de m est égal à m. Si et seulement si, finalement,
phi de AM est égal à AM. Pourquoi? Parce que phi, c'est G flèche, donc phi de AM, c'est G de A, G de M. G de A, c'est déjà A. Et là, ici, comme G de M est égal à M, on va avoir AM ici. Bon, donc ça, c'est facile. Et ça veut dire, si on regarde bien, que AM est dans le sous-espace propre E1 pour phi, pour la valeur propre 1. Et donc que M appartient à A plus E1. Et ça, c'est si et seulement si. D'accord? Donc, autant G est unique, autant A, maintenant, ne l'est pas. Hein, si, à partir du moment où 1 est valeur propre, évidemment. Mais c'est unique, le point fixe est unique modulo le sous-espace à phi. Maintenant, si 1 n'appartient pas à spec phi, qu'est-ce qui se passe? Le noyau de phi moins i, c'est 0, et on va avoir donc U appartient à 0, donc U égale 0, et donc ici la translation, ça va être l'identité. Donc ça veut dire que F égale G, ça veut dire que F possède un point fixe, mais ce point fixe, il est unique modulo juste A, hein, puisque ça c'est 0, et donc du coup, ça veut dire qu'il est vraiment unique. Donc on retrouve la proposition de tout à l'heure. Donc ce théorème, vous pouvez presque oublier la proposition de tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez noter, alors ce théorème, il est prouvé, c'est le 1.3.72, je m'en rappelle encore par cœur, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, de carnet de voyage en algébrie, et quelque chose que je ne ferai pas, mais bon, qui n'est pas difficile à faire en exercice, mais vous pouvez le voir dans le livre, c'est que on a la réciproque, c'est-à-dire que si on a unicité d'une telle décomposition, comme ceci, alors E et somme directe ici de ça et de ça. Donc, c'est-à-dire que quand même, c'est un vrai théorème. J'aurais dû le mettre dans le théorème, mais bon, je vous le dis, et puis vous essayez de le démontrer en exercice, c'est moins important. Alors, quels sont les phi, maintenant, qui vérifient ça? Est-ce qu'on a une famille qu'on connaît un petit peu plus intimement? Alors d'abord, si E est un espace euclidien, et si phi est une isométrie, alors, c'est pas difficile de démontrer que le noyau de phi moins i est orthogonal à l'image de phi moins i. Ça, c'est pas dur. Et du coup, oui, ils sont en somme directe, hein, parce que vu les dimensions, donc voilà, donc ils sont orthogonaux les deux. Donc, dans l'étude et la classification des isométries, ce théorème, c'est un boulevard, hein, d'accord? Et on verra avec ça la classification des isométries en dimension 2 et en dimension 3, qui sont le programme de Lagrange. Si maintenant, autre chose, si 1 est racine simple de mu phi, donc du polynôme minimal de l'endomorphisme phi, eh bien oui, là ça va marcher aussi. Hein. Alors regardez la preuve, ça va nous rappeler une petite chose qui des fois est borderline, c'est que à partir du moment où 1 est racine simple de mu, eh ben, ça veut dire que le noyau de phi moins i est égal au noyau de phi moins i au carré. Alors on a toujours évidemment l'inclusion, hein, d'accord, c'est ce qu'on appelle les noyaux emboîtés. Et à un moment, dans ces inclusions, vous devez savoir qu'il y a une égalité. À quel moment se produit l'égalité? Elle commence au moment de la multiplicité, d'accord, donc ici, de la valeur propre, hein, dans le polynôme minimal. Voilà. Hein, donc ça, c'est quelque chose on va dire, semi-classique. Et comme 1 est racine simple, mu, ici, on a donc du coup que l'égalité commence à 1, à cause du simple ici. Voilà. Après, vous pouvez essayer de le démontrer hein, à l'aide du lemme des noyaux, par exemple. Hein. C'est un petit exercice. Donc, maintenant, je veux montrer qu'on a une somme directe. On a vu qu'il suffit de montrer que l'intersection est nulle. Donc, je vais prendre x dans l'intersection et je vais montrer que x, il est nul. Effectivement, si x est dans l'intersection, hein, d'accord, alors x est égal à phi moins id de y, puisqu'il est là-dedans, il est dans le im. D'accord. Maintenant, quand on va faire
phi moins i de x, ben, ça fait 0, donc ça veut dire que phi moins i carré de y est égal à 0, évidemment, et donc phi moins i de y égale 0, puisque y il est dans le noyau du carré, donc il est dans le noyau, et donc on a ceci. Voilà, et donc ça c'est x, donc ça nous fait x égale 0. Voilà, donc on a montré que, en fait, il suffit de s'intéresser au polynôme minimal de phi et juste de regarder l'ordre de la racine 1. Si 1 n'est pas racine, eh ben c'est gagné, parce que ça veut dire que 1 n'est pas dans le spectre, et si 1 est racine, on a encore une chance, hein, on peut rejouer, hein, si on veut, parce que on peut avoir une racine simple. Après, si la racine est multiple, ben non, là maintenant, on n'aura pas ça. Donc allons-y pour la preuve du théorème. En préliminaire, juste pour regarder cette commutation, vous allez remarquer qu'on a toujours la formule, bon, G, là, cette fois-ci, est une application affine quelconque, et T, c'est une translation de vecteur U, G, on va l'appeler phi, son endomorphisme associé, G rond la translation de vecteur U est égale à la translation de vecteur phi de U rond G. Voilà. Donc ça marche toujours, c'est très facile. Vous l'appliquez à un point O quelconque, ben le membre de gauche, ça va être G de O plus U, évidemment, et le membre de droite, ça va être G de O plus phi de U. Mais la formule des applications affines dit que G de O plus U, c'est égal à G de O plus G flèche de U, donc plus phi de U, donc c'est bien exactement ça. Hein. Donc ça, cette égalité, elle est claire. Donc maintenant, on va supposer que E est somme directe ici, et on va fixer un repère, et on va regarder les choses matriciellement. C'est-à-dire qu'il faut décomposer f en t rond g. Maintenant, g rond t, c'est plus la peine, puisque c'est assuré par ça, à partir du moment où u est dans le caire de phi moins identité, hein, on aura bien phi de u égale u, donc cette commutation est assurée par cette formule. Donc maintenant, il suffit de montrer ça, et ça on va le montrer matriciellement. On prend f, bon, sa matrice, on a dit que c'est de la forme m0, x1. M, c'est la matrice de phi dans la base E, si le repère c'est OE, et X, le vecteur OF de O, dans la base E. Donc ici, j'ai un X qui est dans E, hein, pour l'instant je ne peux rien en dire, c'est juste que c'est un X dans E, et M que c'est la matrice de phi. Alors maintenant, ce que je sais, c'est ça, donc je vais pouvoir décomposer X en U plus V, avec U dans le sous-espace propre, qui est peut-être pas sous-espace propre, puisque si ça se trouve, 1 n'est pas valeur propre. Donc, en tout cas, il est dans ker de phi moins identité, et V dans im de phi moins identité. Donc ça, on peut le décomposer. Et maintenant, on a M 0x1, du coup, à partir du moment où on a ça, on peut le décomposer comme ça. Hein. Vous vérifiez qu'on a bien cette décomposition, on a bien M, on va avoir V plus U, donc U plus V, ça fait X, et puis 0 et 1, c'est assez clair. Qu'est-ce que c'est que cette matrice-là? Ça, c'est la matrice d'une translation. Hein. Pour vous en convaincre, soit vous dites, regardez, hein, vous voyez bien que son endomorphisme associé, c'est l'identité, donc c'est une translation. Mieux, on peut l'appliquer à un vecteur, donc un point, c'est Z1, on a vu que les points dans le repère s'écrivaient en vecteur colonne Z1, et donc si on regarde l'image d'un point, par ça, ça fait Z plus U. Donc on voit bien que c'est exactement la translation de vecteur U, hein, on avance de U. Voilà, donc ça c'est la translation de vecteur U, donc c'est parfait pour ici, avec U dans ker de phi moins id, puisque U était bien dans ker de phi moins id, donc très bien. Maintenant, il va falloir comprendre ce que c'est que ça, donc ça va bien correspondre à une application affine G. Maintenant, il faut montrer qu'elle a un point fixe A. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'un point fixe? On veut qu'il existe Z tel que ça fois Z est égal à Z1. Hein, d'accord? Donc, on veut cette égalité, c'est ça un point fixe. Hein, d'accord? Écrit matriciellement, évidemment. Donc ça veut dire qu'il existe Z, quand on développe, ça fait mz plus v égale z, et puis le reste c'est 1 égale 1, donc ça je m'en débarrasse. Donc il suffit qu'il existe Z, un vecteur colonne, tel que mz plus v est égal à z, mais ça,
bah, cette existence, ça revient à dire que V appartient à im de id moins m, puisqu'on va avoir id moins m d'un certain z ici. Mais im de id moins z, c'est pareil, c'est pareil que im de m moins id, puisque c'est des espaces vectoriels, donc c'est stable par moins 1. Et donc, on a ça. Donc maintenant, comme V est bien par définition dans im de m moins id, on a ceci. D'accord? Maintenant, c'est un peu plus. On vient de montrer l'existence, il faut montrer maintenant l'unicité. Voilà. Maintenant, il suffit de montrer l'unicité de la décomposition. Bon, c'est pas très difficile. Regardez, bon, de toute façon, il suffit d'avoir ça, hein, puisqu'on a U appartient à ça, donc j'oublie ça. Maintenant, je vais écrire ça matriciellement. Je vais supposer qu'il y en a deux, et je vais l'écrire matriciellement. Donc je l'écris comme ceci, d'accord? Donc évidemment, T va correspondre, donc il va y avoir T' rond G' égale à T rond G. Donc T' va être sous cette forme-là, T sous cette forme-là, avec U' et U dans ker de phi moins id. G et G' vont être de cette forme-là. Forcément, hein, on a vu que nécessairement G et G' avaient pour endomorphisme associé phi, en tout cas le même endomorphisme associé que f. Donc ici, j'ai bien m et m, hein, j'ai pas un m', mais c'est le même m ici. Et donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça va me faire très facilement que nécessairement, en tout cas, V' plus U' est égal à V plus U. Hein, d'accord? Voilà. D'ailleurs, on ne s'est pas servi de M. Maintenant, le fait que G soit une application affine ayant un point fixe, et bien ici, le fait d'avoir un point fixe, ça veut dire qu'on a ça, et ça veut dire que V est dans im de m-id. Et V', bah, du coup aussi, est dans im de m-id. Donc maintenant, quand on va développer, on va avoir U' plus V' égale U plus V, quand on va regarder le vecteur qui est en haut à droite, on va obtenir ceci, mais avec U' U dans ker de phi moins id, V' dans im de phi moins id, et donc, comme la somme est directe, on a bien unicité de cette décomposition, d'où l'unicité matricielle, et d'où l'unicité au niveau de la décomposition de F. Voilà, on a fini la preuve, et juste pour terminer, je signale que si, ça va donner une bonne idée des choses, hein, si on est sur un corps fini, de cardinal Q, je regarde l'ensemble des applications affines de l'espace affine Kn, donc qui est de cardinal finalement Q puissance n facteur de n plus 1, hein, parce que si vous regardez matriciellement, vous voyez bien que ça va dépendre de... Vous avez des matrices à n plus 1 colonnes et n lignes, parce que les dernières lignes, c'est 0 et 1, hein, d'accord? Donc c'est Q puissance n plus 1, donc bon, bref, c'est fini. Donc on peut regarder la probabilité pour que f ait une décomposition réduite, on tire là-dedans une application affine f, et ben la probabilité est de 1 moins 1 sur Q2. Donc vraiment c'est énorme. On voit que on a toutes les chances d'avoir une décomposition réduite. Ça fait un joli développement qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie, c'est le 1.3.74. Voilà. Ok, on va terminer là-dessus.